Bonjour Cyril. Wilfried Goel, donc je suis content de t'avoir déjà en interview, c'est sympa. Merci beaucoup Wilfried. Ah, de rien, c'est avec plaisir. Et puis, avec un mec avec le sourire, la bonne barbichette et la bonne bouille qui paraît en pleine santé, moi je dis oui, de suite. Bon, super, merci. Ouais, une bonne bouille en ce moment, mais bon, passons, Ah, c'est pas péjoratif ce que je dis, au contraire. c'est clair. Alors Wilfried, on va revenir sur ta carrière et sur ta belle carrière. Bon, revenir un petit peu sur le passé, même si c'est pas très loin. Wilfried, tu as 51 ans, tu es né Ouais, à Cherbourg ouais. et tu as été 17 ans professionnel. Donc ça fait beaucoup d'années. Donc on va revenir sur les différents clubs que tu as fait. Donc tu as commencé à Valenciennes où tu rejoins le club de Valenciennes à 16 ans seulement. Oui, c'était en 85 par l'intermédiaire de Monsieur Atamanu, qui était mon entraîneur à Saint-Lô, qui m'a aiguillé sur ce club parce que j'avais quelques clubs qui voulaient que s'accaparer de mes compétences. Et puis j'ai choisi Valenciennes parce que je savais que c'était un club formateur, un club de deuxième division, donc avec peut-être la capacité d'évoluer le plus vite possible en professionnel. Donc VA m'a accueilli les bras ouverts avec à l'époque Léon Desménés qui était entraîneur et Jean-Philippe Jambou qui était entraîneur du centre de formation. Et j'ai évolué pendant 8 ans à Valenciennes avec mes débuts en pro sous l'égide de Daniel Leclerc qui avait, euh, qui avait pris la suite de Léon Desménés. Mon premier match en pro était en 87, fin 87, non, voilà, 80, fin 87. Voilà. Donc tu as joué 120 matchs avec Valenciennes. Ça doit être ça. Tu dois avoir des chiffres beaucoup 120 plus matchs. Vraiment, pointilleux ça que devrait moi. être. Ouais. Et, Et, des matchs hyper intéressants puisque on arrive en 92 à monter et à faire monter ce club de Valenciennes qui n'était pas remonté depuis une trentaine d'années. Donc, alors à Valenciennes, les supporters parlent beaucoup de toi encore et tu as marqué vraiment toute une génération à Valenciennes et tu avais un rapport, et encore aujourd'hui certainement, mais un bon rapport avec les supporters de Valenciennes. ben, oui, et d'ailleurs, sans avoir une grosse tête, sans voir la grosse tête, je pense que c'est dû à mon tempérament qui est d'un domaine très naturel, très nature. Je ne me prends pas plus fort qu'un autre, je ne me crois pas au-dessus de qui que ce soit. Et contrairement à beaucoup de footballeurs que j'ai pu connaître, quand il y a quelqu'un qui me demande un autographe, s'il doit en avoir 50, je signerai les 50 autographes parce que j'estime que ça fait partie du métier de footballeur. Et le naturel il n'a rien de plus beau que le naturel dans le football. La preuve, c'est qu'en contrepartie, j'ai été, mais on m'a félicité, on m'a chouchouté, et j'ai été un des chouchous de Valenciennes, dû, je pense, à ça, et un peu mon jeu, qui était un peu dans mon état d'esprit, de vaillant, de guerrier, qui ne lâchait absolument rien, et qui ne se regardait pas jouer. Tu retournes des fois un petit peu voir des matchs de football à Valenciennes, tu as l'occasion non, de revenir? C'est compliqué parce qu'on est quand même à 1200 km de Valenciennes ici à Cannes, mais je m'intéresse toujours évidemment via les réseaux sociaux, comment se passe le club de Valenciennes, via les médias, via les journaux, les résultats de foot de Valenciennes, bien évidemment. Alors, il y a eu cet épisode à Valenciennes, le fameux Valenciennes-Marseille, l'affaire VAOM. Toi, tu étais aussi jeune, du coup, dans cet épisode. Tu as fait ce match Valenciennes-Marseille? Oui, oui, je l'ai joué et puis bien évidemment je l'ai perdu comme tout le monde. Et, ça a été un match assez bizarre parce que c'est vrai que quand j'étais sur le terrain pendant le match, j'ai vu déjà un souci au niveau de la blessure de Christophe. Ah, Christophe, j'ai oublié son prénom, peu importe, qui est sorti et qui n'apparaissait pas blessé sur le coup, parce que j'avais l'impression que c'était une blessure factive. Et là, je me suis interrogé sur le pourquoi de sa sortie. Et puis à la mi-temps, il y a eu un espèce de quart d'heure américain où tout le monde se parlait, se cachait les choses, et puis on n'en a rien su. On l'a su qu'à la fin du match. En tout cas, moi, je l'ai su qu'à la fin du match. Et là où effectivement, on a compris qu'il y a eu tricherie, qu'il y a eu des joueurs qui avaient été approchés
Et là, j'ai eu énormément de peine parce que je me suis investi dans ce club pendant des années pour retrouver l'élite et se retrouver à 2 matchs de la fin trahi par ses propres coéquipiers. J'ai trouvé ça lamentable. Oui, c'est vrai. Alors, on va revenir sur le football et sur l'Olympique de Marseille derrière. Donc, tu as joué contre cette grosse équipe de l'Olympique de Marseille, hein. Waddle, Boli, Moser, Dimeco, et j'en passe. Il y a tellement eu de très bons joueurs. Qu'est-ce que tu ressentais, toi, dans ces moments-là, quand tu rentrais dans ce mythique stade Vélodrome, par exemple, et de jouer contre ces extraterrestres? Parce qu'à l'époque, c'était vraiment le top, quoi. Ben, c'était la possibilité de se mesurer aux plus grands joueurs d'Europe. Donc il y avait une motivation naturelle qui était là. Et dans un stade comme le Vélodrome, qui était chaud comme la braise, automatiquement, la motivation était décuplée. Et donc, je sais que moi, j'aimais ça. Et plus on m'insultait, plus j'appréciais, parce que je savais qu'on avait de l'estime pour moi. Si j'étais un joueur qui ne les intéressait pas, je n'aurais pas été insulté comme j'ai pu l'être. Donc, moi, j'étais vraiment toujours très agréablement. J'allais toujours là-bas avec beaucoup d'envie. D'adrénaline et du stress. Adrénaline, exactement. Et dans les couloirs, donc aujourd'hui, on voit rarement, encore peut-être à Marseille, peut-être à Paris aussi, mais on voit rarement, comment je peux te dire ça, dans les couloirs, d'avoir vraiment peur en se disant, waouh, là je suis au Vélodrome et on va passer un sale quart d'heure parce que déjà il y a une sacrée équipe en face. Et puis il y a des supporters, c'est des barjots, quoi. Est-ce que vraiment des barjots dans le bon sens du terme, hein, est-ce que toi, vraiment dans le couloir, quand tu tournes ta tête à gauche, tu vois les Boli, Dimeco, etc., tu te dis, waouh, ouais, là c'est chaud, quoi. Alors, c'est mitigé comme réponse que je vais te donner. Alors oui, j'étais très respectueux de ces joueurs parce que j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de ceux qui réussissent dans quoi que ce soit d'ailleurs, mais surtout dans le football, puisque c'est mon domaine. Donc j'avais beaucoup de respect et je les regardais vraiment comme des gens et comme des joueurs auxquels que j'aurais voulu être. Maintenant, aucun ne me faisait peur, parce que je n'ai jamais eu peur de personne et je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. C'est mon tempérament, j'ai été élevé comme ça, et tu peux avoir un gabarit de 110 kilos avec 2,10 m. Si je dois t'en mettre une, je t'en mettrai une. J'en prendrai peut-être trois, j'en prendrai peut-être trois derrière, mais j'aurais eu l'occasion d'en mettre une. Donc moi, c'est toujours mon tempérament. Mais donc quelque part, quand je rentrais sur ces terrains avec ce bruit, cette ambiance, ces joueurs et ces renoms, mais moi, j'étais dans mon élément. C'était mon truc. À chaque fois, j'arrivais à faire des bons matchs. Et c'est pour ça que j'avais même eu un contact avec Goethals à l'époque qui m'avait dit ce petit Goël, non, il avait dit pas Goël, il avait dit Gothel à l'époque. Oh le vilain. Le petit Gothel, il m'intéresse, peut-être que j'aurais la capacité de le faire venir à l'OM. Ça s'est jamais fait. Mais l'OM aurait été un club qui m'aurait plu aussi. Parce que je sais que moi, j'aime la pression, j'aime les choses qu'on doit chercher du fond des tripes. Et je suis un battant, je suis un gagnant. Et je pense que les Marseillais aiment ça. C'est pas je pense, j'en suis sûr. Il y avait un certain également, on y reviendra tout à l'heure, mais un certain JPP Oui. qui est véritablement ton modèle et tu as adoré JPP. Ah ben, je l'ai adoré, c'était mon modèle et j'ai eu, moi, dans ma carrière, quelques sélections en équipe de France à prime, qui a été ma plus grande fierté, puisque prendre le coq sur son cœur, c'était pour moi un cadeau magnifique. Et justement, je portais ce numéro 9 que Jean-Pierre Papin, à l'époque, portait. Et donc, j'étais parmi les jeunes, lui était parmi les A, moi j'étais parmi les A prime. C'était un bonheur magnifique. Après, tu es parti à Strasbourg. Ouais. Donc à Strasbourg, pareil, beaucoup de matchs, 95 matchs. Tu as joué la Coupe d'Europe, notamment contre le gros Milan AC. On t'en parle régulièrement. Donc pour les gens qui nous regardent, le gros Milan AC, c'était Georges Weah, c'était Roberto Maggio, c'était Maldini, c'était Baresi. Ouais. Ça va quoi. Là, c'était en fait, Valenciennes était un club, un club familial. Et là, j'étais rentré dans un club presque hors norme parce que Strasbourg est très très pro. Ils avaient des structures complètement différentes de Valenciennes à l'époque.
Et même si Valenciennes aujourd'hui s'est bien rattrapé maintenant à un stade extraordinaire, mais à l'époque, on avait quand même à Strasbourg la possibilité de s'exprimer dans des locaux, mais d'une très grande division. Et en plus, cette année-là, le Racing Club de Strasbourg a fait énormément d'efforts sur le recrutement de beaucoup d'internationaux. C'est-à-dire que sur le terrain, parmi les 15 ou 16 joueurs qui étaient convoqués tous les week-ends, on avait 15-16 internationaux dans différents pays. Mais 15-16 internationaux. Donc effectivement, là, on a énormément progressé, même si la première année pour moi a été compliquée parce que j'ai eu du mal à m'adapter. Je ne me suis pas complètement éclaté. Mais la deuxième année avec Jean Dupeux a été meilleure. Et c'est là où, effectivement, on fait la finale de Coupe de France contre Paris Saint-Germain. C'est là où on va en huitième de finale contre le Milan AC. C'est là où je découvre le très haut niveau. Et c'est là où je prends un pied total, quoi. Là, on est en 1995, hein, C'est cette ça. période. Exactement. Alors moi, j'ai un ami qui a joué à Strasbourg et qui a joué avec toi. C'est Aziz Rabat. Est-ce que ça te parle de Aziz Rabat? Alors, ça me parle, mais c'était un jeune à C'était un l'époque. jeune franco-marocain Oui, qui est d'Orléans, région orléanaise, et oui, qui a joué quelques matchs avec toi, Aziz Rabat. Après, il a joué à Charleroi. exactement. Mais je m'en rappelle très. Il avait fait quelques entraînements avec nous, je crois. Il a fait quelques matchs. Et puis après, bon, bah, le fait est qu'il n'a pas suivi avec nous. Et moi, je suis parti dans d'autres contrées et on ne s'est plus revus. Mais oui, bien sûr que je me rappelle effectivement de Rabat. Tout à fait. Il a joué une vingtaine de matchs à Strasbourg, une vingtaine de C'est ça. matchs. Tout à fait. Après, on part du côté de la Corse, donc c'est Oui. Bastia. Bastia aussi, pareil, 65 matchs, donc le football corse, la terre corse. Comment s'est passé ce séjour, Wilfried? Alors, sans dénigrer Valenciennes ni Strasbourg, c'est là où je me suis le plus, épanoui. Parce que la Corse est particulière dans le sens où c'est une île avec un tempérament bien spécifique, où les racines sont chères, où les valeurs de l'être humain sont primordiales, pardon. Donc il faut vraiment, vraiment s'adapter correctement. Et si on s'adapte correctement, on est fait partie de la famille. Et à partir de ce moment-là, waouh, tout s'éclaire. Et c'est là où on a eu 2 années extraordinaires parce que même, on avait un tel groupe soudé que même les femmes entre elles, qui d'habitude dans d'autres clubs se chamaillent, se tirent la couette, enfin bref, etc. Là, toutes les femmes s'entendaient à merveille. Chaque match que l'on jouait à l'extérieur ou à domicile, quand on jouait à l'extérieur, les femmes se réunissaient chez un joueur et regardaient le match sur différents postes, Canal ou je ne sais où. Et quand on revenait du match en avion avec les joueurs, on se retrouvait tous chez la personne qui accueillait les femmes entre elles. Une grande famille. On se retrouvait, il y avait 10 femmes entre elles qui regardaient le match. On se retrouvait à 20, 25 après le match, à 2h, 3h du matin, jusqu'à. Ah, Voilà. Et jusqu'à à l'heure. chaque fois, c'était pareil. Même à domicile, on mangeait toujours ensemble. C'était des tables de C'est 20, beau. 25. Donc ça forme un état d'esprit. Et c'est pour ça qu'avec le plus petit budget de France à l'époque, on a réussi à flirter avec les meilleures équipes françaises. On était très, très longtemps deuxième et troisième du championnat. Derrière, je ne sais plus qui, je crois que c'était l'OM ou Paris Saint-Germain. Non, Paris Saint-Germain, pardon. Et là, effectivement, on a vraiment, vraiment senti ce qu'était une équipe. Et c'est là où j'ai vraiment compris ce qu'était une vraie équipe de footballeurs professionnels. Et puis aller jouer voilà, en Corse et à Bastia, compliqué pour les adversaires. Compliqué, mais il n'y a jamais eu de mort. Hein. Il y a toujours eu effectivement un phénomène où on voulait impressionner parce qu'avec nos petits moyens, on ne pouvait pas rivaliser financièrement avec toutes les autres équipes du championnat français. Donc on avait d'autres moyens qui étaient louables ou pas. Ça, chacun aura sa petite idée là-dessus pour plus ou moins affaiblir les équipes adverses pour leur faire un petit peu peur. Oui, on peut leur montrer que vous Voilà, êtes là et malgré votre petit budget, il y a une tout à équipe qui fait. va répondre. Tout à fait, oui. Après, c'est ça, un petit peu. Après, tu pars à Cannes, donc à Cannes, pareil, 85 matchs. Est-ce que tu peux nous dire quelques joueurs à Cannes, nous citer quelques joueurs qui ont joué avec toi à Cannes dans cette génération? Il y avait Michael Marsiglia,
il y avait Julien Escudé, il y avait Chabert, il y avait il y en a plein d'autres, des jeunes, et qui ont fait de très 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 belles carrières par la suite. Malheureusement, il y avait Marc Libra aussi, joueur de l'Ouest. Il y avait Jean-Luc Zanucci, qui est actuellement entraîneur des U17 nationaux de l'équipe de France, des U19, pardon. Donc, on avait une très très belle équipe, mais on est resté en L2, on n'a pas réussi à remonter, et malheureusement, on est même descendu en National 1. La mayonnaise n'a pas pris. On a fait des très très bons matchs. On avait une bonne équipe soudée, sympa, mais je pense qu'on était encore trop jeunes. On avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pas pris conscience que pour avoir des résultats, il faut un minimum de sérieux. Et Dieu sait si à Cannes, c'est compliqué de rester sérieux quand on est jeune, parce qu'on a plein de possibilités de s'éclater. Les boîtes, les plages, les casinos, les petites pépés, les petites gonzesses. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes de l'époque se sont un peu éparpillés. Et je pense qu'à cause de ça, on n'a pas pu faire les beaux jours de Cannes et remonter en L1. Donc on va revenir sur Cannes à la fin de l'entretien. Et puis après, c'est le départ exotique, on va dire, en Chine. Je vais essayer de bien le prononcer, mais c'est Chongqing Yate. Donc là, tu es la star. Là-haut, tu débarques, tu es une vraie star. Tu fais le meilleur buteur du championnat, champion de Chine. La belle vie, la très belle vie dans un hôtel paradisiaque, apparemment. Explique-nous un petit peu cette épopée et puis jouer devant des stades tout le temps très remplis, 40, 50 000 personnes à chaque fois. C'était magique. C'était parce que je découvrais la Chine, c'était la première fois que j'y allais. Avec un stade qui était comme presque notre stade de France aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez imaginé, mais il avait 20 ans, le stade, 20-30 ans. Il était assez vieux, mais avec une capacité d'accueil de 80 à 100 000 personnes. Et à chaque fois qu'on se déplaçait, il y avait une capacité identique. Et la chance aussi qu'on puisse évoluer en Chine à l'époque, c'est que les Chinois commençaient à connaître le football, mais n'étaient pas fins connaisseurs. Et donc, il y a des fois, je faisais des gestes qui étaient plus ou moins corrects ou faits innocemment de ma part, et ils applaudissaient, mais c'était fabuleux. Ils applaudissaient à chaque fois. Il n'y avait aucune critique. Aucune critique. Il n'y avait aucun sifflet, sinon que des applaudissements. Et ça, c'était fabuleux. Ça, c'était magique. Par contre, on ne pouvait pas se remettre en question parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on faisait, que ça soit bien ou mal, c'était bien. Donc, c'était un petit peu dommage. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même fait une belle saison et j'avais marqué 24 buts dans la saison. On avait fini effectivement deuxième co-leader derrière Shanghai. Et donc, je devais rempiler une saison supplémentaire, sauf que le sort s'est encore acharné sur moi. Comme on était second, talonné derrière par 3 équipes, vraiment quasiment à égalité de points. Les 3 équipes derrière se sont amusées à acheter des matchs et à faire des scores de 13, 14, 0. Ce qui a fait que notre président s'est vu faire et a voulu faire la même chose, ce qui a été le cas contre une équipe où on devait avoir 5 buts d'écart. On a gagné 6-1 à l'extérieur en achetant quelques joueurs. Ce que je l'ai su après. Mais c'est en plus, je l'ai su après, je m'en suis rendu compte sur le match parce que l'équipe en face ne jouait absolument pas. J'étais scandalisé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était tellement visible. Les joueurs ne jouaient plus. C'était un truc affolant. Et à un moment donné, il y a eu un arrêt de jeu qui a été volontaire de 20 minutes pour savoir le score d'une autre équipe, pour savoir combien de buts on devait mettre. Mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est une Donc, voilà, du coup, les instances chinoises se sont aperçues de cette mascarade et donc a relégué les 4 équipes en je ne sais pas combien à l'époque là-bas, et avec interdiction de recruter les étrangers. Donc, mon contrat qui était doré, cousu d'or, a été déchiré et je suis rentré à la maison. Voilà, donc tu es resté donc sur ce club de Chine pour finir ta carrière. Ouais.
Au niveau de ton palmarès, donc tu as été premier du groupe A de deuxième division en 92, Oui, c'est parce ça. qu'il y avait deux poules à l'époque. Donc tu as été finaliste malheureusement de la finale de la Coupe de France. Donc c'est en 95 contre le gros PSG aussi, il y avait des très gros joueurs à Paris à l'époque. Et puis tu as gagné donc ce qu'on appelle la Coupe Intertoto, donc cette coupe n'existe plus aujourd'hui. Je te vois sourire un petit peu là. Ouais, bah oui. C'est dommage que cette 95. coupe Toto n'existe plus parce que ça permet à l'époque, il y avait les équipes qui étaient classées 5e, 6e n'avaient pas accès à l'Europe directe, donc devaient passer par cette espèce de coupe. Mais tout l'avantage de passer par cette coupe, c'est justement pouvoir se mesurer à des équipes étrangères, avoir un autre football, et la comparaison était extraordinaire. On avait un parfum d'Europe qui était fabuleux. Et ça nous permettait aussi d'avoir une préparation anticipée pour le championnat qui nous mettait de suite dans le bain et dans la compétition de haut rang. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi cette coupe a été arrêtée, parce qu'on l'a toujours prise par-dessus la jambe. Sauf qu'on a pu jouer, nous, contre des équipes comme Hambourg, comme des équipes comme Tel Aviv, enfin bon, j'en passe, je ne vais pas toutes les citer, mais c'était des super confrontations. Et là, on prenait vraiment le football de tous les pays européens. Et c'était très, très, très enrichissant. On faisait comme une Coupe d'Europe. Ouais, C'était ouais, une Coupe d'Europe. c'était une Coupe Oui, d'Europe, hein, parce qu'il y en avait des matchs dans la Coupe Intertoto, je me rappelle. Hein. tout à fait. Et en plus, quand tu la gagnes 2 fois, je l'ai gagné une fois avec Strasbourg et une fois avec Bastia, c'est d'autant plus glorieux. Exactement. Donc on a parlé donc, de tes sélections d'équipe de France aussi, donc 4 sélections, équipe de France à prime. Et maintenant on va parler pour finir l'interview de ton avenir. Donc après le football, sur quoi tu t'es dirigé? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, Wilfried? Ouais, ouais, donc pour revenir avec l'équipe de France, moi avec Marc Bourrier, c'était pareil des moments magiques. C'est là où j'ai côtoyé Franck Leboeuf en équipe de France à prime, avec Marc Keller. Il y avait Gravelaine, Jérôme Niaco, enfin j'en passe des meilleurs, je ne vais pas tout citer, mais très très bonnes équipes et un Marc Bourrier extraordinaire. Et puis maintenant, aujourd'hui je suis d'un côté restaurateur avec un restaurant qui s'appelle chez moi le Boucanier, qui est sur le port et la plage de la Napoule. Voilà, qui est géré là depuis un an, depuis que je suis revenu dans le football, qui est géré par mon associé et ami d'enfance, Éric Chaumier. Et puis là, aujourd'hui, je suis responsable technique au niveau de tous les jeunes de la SCAN avec David Safiotti et Michael Marsiglia. Voilà. On s'occupe de tous les jeunes et cette année, malgré l'arrêt au mois de mars, nous, ça nous a souri cette année parce que tous nos objectifs du foot réduit jusqu'au U20 et même notre réserve, tous les objectifs ont été atteints et ont été même au-delà de ce qu'on espérait. Parce que je pense qu'on a fait du bon travail et d'ailleurs on a reçu un coup de téléphone du pôle espoir de Aix-en-Provence pour nous féliciter de notre travail. Ils avaient rarement vu un tel dynamisme et donc ça pousse à en faire plus et donc c'est pour ça que j'attends avec impatience la reprise de la saison prochaine pour pouvoir retrouver les terrains et les crampons. Donc aujourd'hui, Cannes évolue en National 3. Cannes évolue en National 3. Jean-Noël Cabezas a repris l'équipe en cours de saison et a remis une dynamique à l'équipe parce que Ludo Poli avait fait du très bon travail, mais à un moment donné, comme il le disait, le discours ne passait plus, donc de lui-même, il a su dire stop. D'ailleurs, je le salue. Et Jean-No a retrouvé une dynamique à travers son côté tactique en 3-5-2 qui a redonné une bonne dynamique au club et à l'équipe, mais pas suffisamment. Donc là, on retravaille avec Jean-Noël sur le recrutement pour que l'année prochaine, on puisse avoir une équipe compétitive et monter enfin en National 2. En tout cas, on souhaite tous retrouver Cannes même en Ligue 2, hein, je dirais même, c'est déjà énorme, mais on a besoin d'avoir ces équipes comme Cannes, comme Bastia, comme Sedan, toutes ces équipes qui ont fait le football français, il ne faut pas l'oublier, et on a hâte de revoir des classiques, Cannes-Monaco, Cannes-Marseille, qui étaient des affiches de bon niveau, quoi. On y travaille avec Annie Courtade, qui est notre nouvelle présidente, qui est une tête pensante et une tête très connue et reconnue ici sur toute la région,
cannoise. On y travaille et elle met tout en œuvre pour qu'on fasse remonter l'équipe de National 2, National 3 en National 2. Et on se donne 3-4 ans, 4-5 ans pour essayer d'avoir la National 1 et pourquoi pas le Graal, retrouver le football professionnel le plus vite possible. C'est en tout cas l'objectif du club aujourd'hui. Ça sera avec plaisir de vous revoir en tout cas. Merci. Écoute, merci beaucoup Wilfried, en tout cas, l'interview est finie. C'était un plaisir d'échanger avec toi, mais sincèrement, il y a des entretiens où bon, je le fais, mais pas avec cette ferveur. Et toi, reste comme t'es, quoi. T'es naturel, tu dis les choses cash, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Ah non, ouais, chez moi, oui, alors c'est bien et pas bien, mais moi j'estime que je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à prouver. L'ego, je l'ai laissé un petit peu de côté parce que je l'ai peut-être eu, et quoique quand j'étais plus jeune ou pas, mais je ne supporte plus les égos de chacun. Donc moi, c'est naturel et ça plaît, ça plaît pas, tant pis. Moi, ça me plaît, reste comme ça. Bien. C'était un véritable plaisir aussi pour moi et j'ai passé 10 minutes, un quart d'heure avec toi, parfait. Donc, je sollicite tous les autres joueurs à faire de même pour cette interview parce que c'est très, très agréable. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Ciao.